Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui va changer de d'habitude puisque là on va faire un format d'interview et aussi de démonstration de logiciel puisqu'on est avec le créateur du logiciel Value Investing Screener. Donc on est avec Rémi de Truchy de Varennes. Donc merci Rémi d'être venu sur la chaîne, d'avoir accepté mon invitation. Trop Écoute, content de merci t'avoir. à toi. Désolé pour le cadre, hein, je suis en déplacement, mais Pas de merci à souci. toi pour l'invitation. On voit que tu travailles, que tu es toujours en mouvement, donc c'est aussi très cool. Du coup, donc le but de cette vidéo, ça va être de te présenter, d'essayer de comprendre un peu qui tu es, ce que tu as fait, comment est-ce que tu as créé ce logiciel qui s'appelle VIS, en quoi est-ce qu'il est utile pour les gens qui investissent. On va aussi parler très concret, donc le but c'est vraiment d'aller très rapidement dans la démonstration de l'outil, voir en quoi est-ce qu'il peut être utile pour les investisseurs. Voilà, tout simplement. Donc, Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent probablement pas en quelques phrases, quelques minutes? En quelques phrases. Je m'appelle, Compliqué, parce que tu as sûrement un je gros m'appelle parcours, Rémi donc Varenne. Comme mon nom l'indique, voilà, j'ai arbitrairement hérité des 4 piliers de capitaux de Bourdieu. Je me suis retrouvé et j'ai fait des études. J'ai un parcours d'ingénieur. Je suis accrédité par l'autorité des marchés financiers. Au cours de mon parcours d'ingénieur, je suis tombé amoureux de la finance. C'était également quelque chose qui était déjà présent dans ma famille. J'ai un maison qui est conseiller en gestion de patrimoine pour milliardaires à Singapour. J'en ai un autre qui a développé des algorithmes pour la Banque de France et le Crédit Suisse. Donc c'était, enfin, j'ai baigné également dans un milieu où tout ce monde financier-là ne m'était pas étranger. Et finalement, les choses ont fait que je me suis pris de passion pour ce domaine-là, que j'ai développé de mon côté des algorithmes qui me permettaient d'automatiser ce processus de recherche parce que cela me passionnait. Et finalement, à la fin de mon parcours d'ingénieur, j'ai fait le choix de me réorienter vers la mise en application de ces algorithmes dans le monde professionnel en créant une entreprise de conseil à ce sujet. Et cette entreprise de conseil m'a permis de dégager des flux de trésorerie nécessaires pour développer le logiciel que je souhaitais mettre entre les mains d'utilisateurs, vu que c'était finalement ce que j'avais déjà développé pour moi pour mettre en application mon expertise dans le monde professionnel très OK. rapidement. Donc là, actuellement, en gros, pour présenter un peu ce que toi tu fais, donc tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Parlons long terme, c'est ça? Parlons long terme, tout à fait. Ouais. Parlons long terme. Et tu es, du coup gérant, enfin dirigeant de cette société qui s'appelle Value Investing Screener, le Et logiciel d'une plutôt? C'est ça, et d'une boîte qui s'appelle Parlons long terme. En gros, j'ai une boîte de conseil dans laquelle on fait du conseil en gestion de patrimoine et on dispense également de la formation en présentiel et en ligne. Et j'ai du coup une société de logiciels qui est Value Investing Screener dans laquelle on Mmh. propose le logiciel que tu connais. OK, d'accord. Et donc du coup, ton parcours rapidement pour être monté, dans tout ça, c'est en fait, tu es arrivé directement, enfin, tu as fait des études dans les finances ou c'était juste tes proches qui t'ont emmené là-dedans? Qu'est-ce qui fait que tu es venu dans ce domaine, qu'est-ce que tu as fait Non. concrètement quoi En comme, en matière comme d'études, c'est école d'ingénieur. Pendant cette école d'ingénieur, je me passionne réellement de finance, donc je lis énormément de livres à ce sujet. En lisant après tout livre que tu connais chez Valeur Édition ou autre, je me retrouve à avoir un palier. Et à ce moment-là, je passe une accréditation auprès de l'autorité des marchés financiers, mais surtout, je vais au contact de gérants pour passer le step d'après. J'ai été mentoré par Passy Avia, qui est le fonds manager numéro 1 au monde dans le stock picking de small cap value, d'ailleurs, que j'interviewais sur ma chaîne. Par, mmh. je suis en relation également avec Louis-Vincent Gave, qui a 3 milliards sous gestion, qui conseille Cathy Wood en equity asiatique. Et c'est ensuite vraiment au contact de gestionnaires de fonds que j'ai pu peaufiner ma stratégie et que j'ai pu avoir finalement accès à également des stratégies, disons, d'initiés. Et tout mon but, ça a été de synthétiser tout ça, de mettre en application toutes ces données que je pouvais collecter euh, Mmh. en fait, via des algorithmes pour automatiser ma démarche de recherche, sachant que j'ai une stratégie d'investissement réellement orientée value investing. Et plus précisément, je me focalise vraiment dans le stock picking de small cap value, donc qui est le fait d'investir dans des petites sociétés sous-évaluées, parce que c'est là où il y a les plus grosses opportunités de marché et c'est également la seule zone en bourse qui est un petit peu décrié par les désinvestis des professionnels parce que Mmh. il y a trop peu de liquidité, parce que l'information est plus faible et Volatile. parce que Ouais. c'est très volatile et c'est surtout très compliqué de rentrer. Si tu as un fonds, tu vois, que tu as 5 milliards sous gestion, de mettre plus de 20 millions sur une small cap qui a 200 millions de capitalisation parce que sinon tu es obligé de faire enfin tu arrives dans des obligations d'OPA, tu arrives dans des obligations et surtout les volumes ne sont pas suffisants pour rentrer et sortir en moins d'une journée, ce qui pose des Mmh. problématiques pour les fonds européens en matière de régulation. Donc, ça fait finalement que les particuliers que, voilà, que l'on aide aujourd'hui ont une opportunité par rapport aux professionnels dans une seule zone en bourse, c'est les small caps. Et moi, c'est D'accord. vraiment mon terrain de jeu, quoi.
D'accord, donc toi, c'est ta stratégie à la fois donc que tu enseignes et aussi que tu utilises personnellement. Donc toi, tu fais Oui. que ça principalement ou tu fais aussi d'autres choses? Tu fais un peu de trading, tu fais un peu de, du court terme ou tu fais Zéro d'autres types? trading, zéro Ouais. trading, vraiment orienté value investing. Donc le value investing, c'est, l'art de dénicher des entreprises sous-évaluées, en bourse d'un point de vue comptable et là-dessus et je trouve que c'est extrêmement concomitant d'ailleurs avec, tu vois, un parcours d'ingénieur qui t'amène à vraiment, comprendre une entreprise, une industrie pour derrière, percevoir si c'est une, bonne boîte pour du long terme et donc moi, je fais uniquement du value investing avec une approche, buy and hold, majoritairement spécialisé sur les small caps. Je m'intéresse également un petit peu aux REITs, donc les Real Estate Investment Trusts, Mmh. mais c'est globalement ce que je fais uniquement. Et la quasi-totalité des flux de trésorerie de mes différentes entreprises sont réinvestis en bourse via ces stratégies et 100% de mon patrimoine est en bourse via ces stratégies. D'accord. Donc là, tu as parlé de buy and hold, c'est parce que toi, tu te bases sur une stratégie small cap à dividende, enfin d'actions à dividende principalement? Pas Ou uniquement. Il non, y a des tu dis actions à tu vas dividendes, évoluer? bien sûr, mais il y a également des actions de croissance. Tu vas vers des actions à dividendes lorsque tu vas vers des entreprises qui ont un business très rentable, sans Mmh. forcément grosse perspective de croissance de leur valeur intrinsèque. Mais tu vas également vers mais un portefeuille, il faut de tout selon moi. Et j'ai également des actions de croissance dans lesquelles les fondateurs réinvestissent leur trésorerie dans la croissance de cette boîte. Et Mmh. selon moi, il faut des deux. Et surtout, ça dépend réellement du business. Une société minière va logiquement s'orienter vers des dividendes si elle n'a pas de perspective de rachat de nouvelles mines. Et à ce moment-là, elle va juste extraire la valeur ajoutée de la mine dans laquelle elle extrait de la valeur pour les reverser à ses actionnaires. Quand une société, par exemple dans le pétrole, qui agirait plutôt avec une orientation à la Standard Oil Company de Rockefeller, choisirait de prendre ses flux de trésorerie pour racheter ses concurrents D'investir. et à ce moment-là, avoir une dynamique à la Berkshire Hathaway de conglomérat et croître en matière de valeur intrinsèque. Et à court terme, le marché vote, à long terme, il évalue, comme le disait Benjamin Graham, et ce qu'il va Mmh. évaluer, c'est la rentabilité du capital. Et pour ce faire, tu as deux façons de rémunérer tes actionnaires. Soit tu leur files une partie de la trésorerie, soit tu utilises les flux de trésorerie que tu génères pour développer ton capital. Et statistiquement, ça marche beaucoup mieux de développer ton capital en faisant l'acquisition de tes concurrents qu'en cramant tout en R&D, quoi. OK, Euh, d'accord, donc même vraiment s'il y comme a tu des disais, le focus, concurrents. c'est plus sur le long terme. Donc ce serait horizon toi, ta stratégie même de ce que tu recommandes à aux personnes à qui que tu accompagnes, ce serait horizon 5, 10, 15 ans ou vraiment encore plus longtemps, encore plus, Si tu veux être exposé à 100% en bourse sur les actions, selon moi, ton horizon minimal, c'est 20 ans. Selon 20 les, ans? les- les modèles de Larry Swedroe, si tu descends, tu es obligé de compenser ton Mmh. allocation de capital avec de l'obligataire parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et bien évidemment, que de la même manière qu'on aura encore des années comme on a pu en avoir en 2020-2021 avec d'excellentes croissances, il y aura également des années où on vivra des crises comme celle de 29, comme celle de 2008, etc. Et de ce point de vue-là, si on a une perspective de temps de seulement 10 ou 5 ans, on est obligé de compenser notre allocation de capital, selon moi, avec de l'obligataire ou avec d'autres classes Mmh. d'actifs qui nous permettront d'essuyer la volatilité à laquelle on peut être confronté. D'accord, et donc là, comment dire? La catégorie, on va dire, d'investisseurs à qui toi tu t'adresserais donc sur ces stratégies-là, small cap value et cetera, c'est un peu quel persona, un peu quel type de personne? C'est quel, comment dire? Portefeuille? Est-ce que c'est entre, 5 000 et 20 000 € à investir? Ou est-ce que, c'est vraiment des plus gros portefeuilles? Parce qu'en fait, small cap, ça peut être aussi une certaine prise de risque par rapport à acheter, une Microsoft, du Apple, enfin voilà, des grosses valeurs plus stock. Hem Bien sûr. et est-ce que c'est des personnes, voilà, qui sont plus dans la vingtaine, trentaine, qui sont actifs et cetera? Ou plus des personnes qui sont retraitées, 50 ans, qui veulent se faire une retraite? Toi, tu viserais à peu près qui? Et tu as constaté aussi qui était intéressé et qui, étaient tes clients, en fait, La sur première ça? catégorie de personnes qui s'est beaucoup intéressée finalement à ce que je faisais, ce sont des ingénieurs qui avaient cet esprit analytique que je peux avoir, très analytique, très dans la rigueur Mmh. d'analyse et qui appréciaient les chiffres, qui avaient confiance du coup en ce processus. Et j'ai formé beaucoup d'ingénieurs. Et finalement, pour une solution comme le logiciel, quelqu'un qui a un esprit analytique, qui aime la précision, ce sera vraiment et qui a envie surtout de comprendre et faire les démarches par lui-même, c'est idéal pour lui. Ensuite, aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, sur cette partie-là de mon travail, j'accompagne uniquement des personnes qui ont plus de 200 000 € à mettre en bourse. Mmh. Et voilà, sur une perspective long terme, c'est en règle générale plutôt des profils d'entrepreneurs en situation d'exit. J'ai également beaucoup de chirurgiens, d'expatriés à Dubaï, à Abu Dhabi, aux US. Voilà, pour citer ce genre OK. de cas. Et donc,
finalement, c'est toute personne qui a envie d'investir vraiment sur une perspective long terme avec, sachant qu'on peut couvrir 3 objectifs. Un objectif de rente via un portefeuille en dividende, un objectif d'efficience via un portefeuille orienté vers des entreprises qui ont vraiment un objectif de croissance de leur valeur intrinsèque ou un objectif d'antifragilité. Et à ce moment-là, on va réfléchir à une allocation de capital qui va être pondérée également avec ce qu'on appelle du fixed income, donc avec de l'obligataire et d'autres, et un petit peu de matières premières, etc., pour vraiment aller chercher une espèce d'assurance vie 2.0, quoi. Ok. Via ton Ça, c'est Interest plus pour ta broker, bien partie. évidemment. Ok. Et ça, c'est plus ta partie conseil que tu fais sur ce que tu viens de dire juste Ouais, à l'instant. oui, ça c'est pour le coup vraiment lorsque je conçois des portefeuilles par rapport aux demandes de mes clients. Ouais. Ok. Et sur la partie logicielle, donc comme tu l'as dit, c'est plus des gens analytiques. Donc en fait, tu vas plus t'adresser pas à n'importe quel investisseur particulier qui va Non, vouloir prendre des ETF, etc. En fait, là, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, je veux aller chercher, alors soit de la performance, enfin, je veux aller faire ma propre recherche en fait, comprendre, analyser, connaître des indicateurs. Enfin, c'est précis quoi. 80-90% des investisseurs feraient mieux d'acheter uniquement des ETF. Les small caps peuvent en revanche, même dans une stratégie d'ETF, être intéressantes. J'en discutais avec Mathieu Louvet dernièrement, parce que c'est décorrélé du marché. Les small caps ont également cet avantage, c'est qu'elles sont fortement décorrélées du marché. Donc tu peux aller chercher un petit peu à ce qu'appellerait Nassim Nicolas Taleb via sa stratégie barbell, un corps satellite qui vient un petit peu augmenter la rentabilité de ton portefeuille. Et ça peut réellement être intéressant que d'ajouter, même sur une stratégie indicielle, quelques une, deux ou trois small caps pour aller chercher vraiment un excédent de performance et de la décorrélation également en cas de chute du marché. Donc ça, c'est, tu vois, quelqu'un qui choisirait qui s'intéresserait, qui aurait envie d'approfondir un petit peu sa stratégie en bourse, pourrait tout à fait utiliser un stock screener, le mien ou un autre, pour aller chercher quelques small caps pour booster sa performance. Et ensuite, si on se passionne réellement du domaine et qu'on est prêt à faire les efforts qui y sont associés, oui, selon moi, tout le monde peut se construire un portefeuille de small cap value à condition d'être prêt à faire les efforts qui sont associés. Ils ne sont pas des moindres, bien évidemment. C'est sûr, d'accord. Et donc, alors, du coup, c'est vrai qu'on en a parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop défini ce que c'était qu'un screener. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un screener. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que fait ton outil et à quoi ça Bien sert sûr. en fait? Mon outil et les autres qui existent sur le marché, l'idée d'un screener, c'est de filtrer des entreprises à partir des états financiers que toute entreprise, la tienne d'ailleurs comme la mienne ou comme une société comme LVMH, produit vis-à-vis des obligations comptables qui sont les nôtres. C'est-à-dire un compte de résultat, un bilan et des annexes, dont les flux de trésorerie. Un screener va filtrer des entreprises sur la base de ces notions comptables. Par exemple, un ratio comptable très fréquent, assez utilisé, c'est le PER. Permets-moi juste en une petite minute de résumer ce qu'est un PER pour ceux qui ne le savent pas. Le PER, c'est le ratio prix d'une entreprise sur les bénéfices qu'elle génère en matière de résultats nets, en gros. Et si, par exemple, vous achetez un appartement 100 000 euros qui vous génère 10 000 euros de résultats nets annuellement, vous avez un PER de 10, un ratio prix sur bénéfice de 10. Si votre appartement, vous l'avez acheté 1 million d'euros et qui vous génère 10 000 euros toujours par an, vous avez un ratio prix sur bénéfice de 100, donc vous mettriez quasiment 100 ans à entrer dans vos frais. Ça paraît ahurissant, mais c'était finalement le prix auquel vous achetiez Tesla il y a encore pas si longtemps. Et si vous avez en revanche un ratio prix sur bénéfice de 2, ça veut dire que une action que vous achetez, un appartement que vous achetez 100 000 euros, il vous rapporterait 50 000 euros par an. Et à ce moment-là, vous faites une excellente affaire. C'est ce que l'on souhaite faire. Et avec un screener, on peut se focaliser uniquement sur des très bonnes affaires comme ça, en allant uniquement chercher des boîtes qui ont d'excellents ratios prix sur bénéfice, qui ont des rendements en matière de dividendes complètement fous. On va juste après faire un petit test et vous allez voir, on trouve un claquement de doigts une boîte qui verse 20,86% de dividendes. Et c'est vraiment le genre de choses que un screener peut nous permettre. Il peut également nous permettre de nous focaliser uniquement sur des boîtes qui ont d'excellentes marges, très peu d'endettement, statistiquement un très faible risque de manipulation comptable, parce que c'est également un risque identifié à écarter. Et c'est tout ce que peut nous permettre ce genre d'outil pour nous faciliter l'analyse quantitative et derrière nous permettre de nous focaliser uniquement sur des boîtes de qualité pour l'analyse qualitative qui est finalement l'étude du business plan, la lecture du rapport annuel et tout ce qui s'ensuit. Ok. Et alors, question un peu bête, mais c'est vrai que pourquoi est-ce que les courtiers le font pas trop, cette partie-là? Parce que après, c'est peut-être que c'est un peu considéré comme du conseil en investissement si tu donnes ce type de produit, mais peut-être même pas en fait, si tu donnes des outils de screener. Tu vois, je pense par exemple à Interactive Broker qui ont plus ou moins ce genre d'outils, mais c'est pas du tout développé en fait. Donc, tu as
as besoin de boîtes comme la tienne ou comme d'autres, comme Guru Gros Focus, je crois. Focus, Voilà, Bloomberg fait ça très bien. voilà, Mais bon, enfin, Bloomberg, bah, en fait, tout simplement, enfin, c'est un métier à part entière que de développer un outil c'est ça. pareil. Ouais, C'est extrêmement dur d'aller choper la bonne donnée partout. Nous, on jongle avec plusieurs API qui coûtent un prix fou pour eh bien derrière les faire les mettre en relation et arriver à présenter la donnée la plus clean possible à nos clients. Et c'est et à côté de ça, tu as du réglementaire, il faut faire gaffe à ce que la donnée soit bonne, corriger les erreurs parce que des erreurs de toute façon il y en a vu que c'est de la donnée qui est collectée par scrapping, par différentes places de marché. Et voilà, c'est pas le taf d'Interactive Broker. C'est pour ça qu'ils ne font oui, pas c'est ça tout vrai. simplement. OK. Bah, écoute, je propose qu'on puisse regarder un peu la plateforme, voir, comment ça fonctionne Ouais, et comment toi tu dénicherais une action, une petite perle. Peut-être qu'on peut même faire une démo en disant: «Tiens, voilà, ça c'est une avec belle plaisir. action qu'on pourrait investir tout de suite». Est-ce que tu pourrais me partager ton écran? Comme ça, Ouais, je vais alors, l'afficher dessus. Impeccable. hop, magnifique. Donc on se retrouve sur Value Investing Screener qui est donc ce logiciel qu'on a essayé de rendre un maximum ergonomique pour justement qu'il soit dédié aux particuliers. Un outil comme par exemple Bloomberg dont on a parlé, qui au passage coûte plus de 20 000 euros par an, ben, c'est juste inaccessible complètement pour des particuliers. Et moi, enfin, vraiment, une de mes missions, entre guillemets, c'est de rendre toutes ces connaissances que je peux collecter dans ce monde de la finance que je côtoie aujourd'hui, eh bien, accessibles à un maximum de particuliers parce que, voilà, ça me semble Ouais, juste, j'avais tout pu simplement. tester rapidement, l'interface de Bloomberg, c'est, fond noir, que des petites textes, tout. En fait, il y a aucune variation de couleur. En fait, c'est hyper technique, quoi, donc c'est Et c'est parfait. voilà. Et, enfin, moi, j'ai bossé avec des algorithmes pendant les 5 dernières années, mais c'était mon but que de justement de créer quelque chose d'ergonomique qui puisse être mis entre les mains de particuliers. Mmh. Et vis-à-vis de ça, on a créé des critères simplifiés en matière de valorisation, de croissance, de profitabilité, de bilan, et dividende management pour eh bien, permettre à des gens de filtrer notre base de données avec simplement des étoiles. Mais ensuite, lorsqu'on on va aller directement dans les filtres avancés, parce que je sais que ton audience est tout de même un petit peu invertie, et je pense qu'il y a un réel intérêt à comprendre finalement le cadre de sélection qui est le mien d'un point de Mmh. vue comptable pour trouver des bonnes entreprises. Donc, dans les filtres avancés, vous avez des filtres de valorisation classiques, le price earning ratio dont on a parlé. Vous avez également le price to free cash flow, le price to sell. Si vous ne connaissez pas un de ces graphiques, vous avez à chaque fois un résumé du ratio en question, de eh bien l'intervalle qui est le bon pour qu'il soit fort, pour qu'il soit faible, etc. Vous avez également des ratios de croissance du chiffre d'affaires, du résultat brut, du résultat net, des flux de trésorerie, des ratios de profitabilité. On parle par exemple de marge, marge nette, marge brute, marge d'exploitation, voilà, des ratios de dépenses, de rendement du capital. Par exemple, cette notion de rendement du capital est essentielle parce que comment voulez-vous espérer qu'une entreprise vous rémunère de 15% par an sur du long terme si elle n'a pas en propre un rendement sur son capital de 15% par an? Mmh. Très juste. Ensuite, il y a les ratios associés au bilan. Quelle est la dette de l'entreprise par rapport à ce qu'elle possède, donc ses equities, ses capitaux propres? Quelle est la dette de l'entreprise par rapport à ce qu'elle génère en matière d'income? Quel est eh bien, votre ratio de liquidité, donc différence entre votre actif à court terme et votre passif à court terme, etc., etc., etc. Il y a les ratios également de management pour savoir quelle est la part d'initiés, de gens qui bossent dans l'entreprise et qui possèdent cette boîte, entre autres. Hein, mais bref, dans l'entreprise, quelle est la rémunération du CEO par rapport au résultat net? Quelles sont les parts des institutions? Il y a des ratios associés aux dividendes, bien évidemment. Et il y a également des scores et les scores, c'est-à-dire tout ce qui s'attrait à l'analyse quantitative, ce que l'on fait lorsqu'on trie ces données, c'est pas nouveau et ça marche très bien. Le Piotrowski F-score, par exemple, qui est un score mis en place par Joseph Piotrowski, qui était un prof de comptabilité à l'université de Chicago, eh bien, est un score tout simplement comptable, hein, composé de 9 critères. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, qui, mis en application sur en gros, de 80, il me semble qu'il a fait un backtest de il me semble que c'était de 77 à 2002, c'était du 20,8% par an de performance. Et depuis qu'il a mis ce score en place, donc pour toutes les boîtes qui ont un Piotrowski score supérieur à 8, tu es Mmh. sur du 18% par an, avec 9 critères comptables. De base, enfin, Jérémy Seguel l'a bien prouvé via ses études et ce n'est pas le seul. Euh, Vraiment, l'analyse comptable, le value investing, mis en application d'une manière ne serait-ce que quantitative, c'est super rentable. Il y a également le Bainish Score qui permet d'écarter les risques de fraude comptable, l'Altman Z-Score qui permet d'écarter pour les boîtes industrielles le risque de faillite. Et donc, ça, c'est un ensemble de critères sur lesquels on peut s'amuser pour filtrer. Et ensuite, vous avez également les filtres que vous sauvegardez, j'en ai quelques-uns. Et on en met un initialement directement dans le logiciel pour permettre
eh bien, à tout le monde d'utiliser ce filtre. Et donc là, si on met ce cadre de sélection et qu'on lance, eh bien, ça, on trouve des boîtes correspondant à ces critères. Mais permettez-moi du coup juste d'aller en détail sur ce filtre. Et si on clique d'ailleurs donc sur le filtre, on peut derrière voir tous les ratios associés directement mis en place. Donc là, le price earning ratio, c'est le ratio que je vous ai expliqué tout à l'heure. On le souhaite entre 0 et 15 pour ne pas acheter une boîte plus de 15 fois ses bénéfices. On va également contraindre de la même manière au niveau du free cash flow qui, dans les normes GAP comptables actuelles, représente avec plus de justesse ce qui nous reste à la fin de la journée en tant qu'actionnaire. On va également mettre un price to sell entre 0 et 1,5 pour ne pas acheter une entreprise plus d'1,5 fois son chiffre d'affaires. On va mettre un price earning growth inférieur à 1, ce qui est le fameux critère de Peter Lynch, qui est un investisseur de renom, qui a eu une performance de 29,2% par an lorsqu'il dirigeait le fonds Magellan pendant 13 ans, ce qui est quand même une performance folle. Et lui, toute sa stratégie était notamment d'aller chercher des marges de sécurité sous ce format-là, en se ciblant sur les boîtes de type GARP, donc Growth at a Reasonable Price. Et le PEG, c'est donc un ratio entre finalement votre PER et votre taux de croissance. Voilà, en fait, vous divisez votre PER avec votre taux de croissance. L'idée que développe Peter Lynch derrière ça, c'est de se dire que un PER de 10 et un taux de croissance de 5, c'est moins bien qu'un PER de 20 et un taux de croissance de 30% par an. Oui, parce que tu sais que dans le futur, ça va être mieux enfin, si tu achètes maintenant dans le Exactement. futur. Mmh. Exactement. Et c'est donc pertinent et ça permet de couvrir la notion de croissance finalement dans votre cadre de sélection. En matière de et donc ça, ces ratios de valorisation nous permettent de répondre à une question fondamentale qui est de se dire est-ce que j'achète ma boîte à un prix moins cher que ce qu'elle ne vaut? Est-ce que je fais une bonne affaire? Parce que qu'on achète des actions, de l'immobilier, des voitures de collection ou que sais-je, ce qui fera ton retour sur investissement, c'est réellement le prix auquel tu achètes ton Mmh. actif par rapport à ce qu'il vaut sur le marché. Et ça nous assure de ne pas faire de conneries, quoi. Ensuite, ce qui nous assure la durabilité de l'entreprise, c'est son avantage concurrentiel. Et un témoin de cet avantage concurrentiel dans les états financiers, c'est la profitabilité de l'entreprise dont les marges témoignent. Si Apple a une marge brute de 35% par rapport à Huawei qui a une marge brute de 18% de mémoire, c'est parce que quand Huawei te vend un écran HD, Apple te vend un écran Retina. Et finalement, cette notion d'avantage concurrentiel transparaît d'un point de vue comptable. OK, c'est très clair. Alors tu as parlé juste avant de valorisation, j'avais une question, c'était pourquoi enfin, peut-être que c'est très compliqué, mais pourquoi ne pas calculer certains, screeners le font, calculer un prix, comment dire? Intrinsèque à l'entreprise, et du coup comparer entre ton prix calculé et le prix actuel et donc savoir si elle est sous-valorisée ou survalorisée. Alors c'est sûrement compliqué à calculer, mais ouais, ce serait intéressant de savoir. C'est une très bonne question et on a deux modèles de calcul de cette valeur intrinsèque, qui est le discounted free cash flow et les VOIG. Le discounted free cash flow, c'est le modèle qui se rapproche le plus de ce que Warren Buffett définit comme étant la valeur intrinsèque. Et c'est une valeur qu'on met dans la boîte. Parce qu'en gros, la définition de Warren Buffett de la valeur d'une entreprise, c'est bien la valeur de ce qu'elle générera jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et Mmh. donc, c'est ce qu'on appelle le discounted free cash flow. C'est un calcul assez complexe. On l'a fait pour vous et ça apparaît derrière sur les fiches d'entreprise. Et les VOIC, c'est un modèle d'évaluation comptable que j'ai mis en place et qui est également disponible directement. Pour ce qui est du détail du calcul, et en gros, si tu vas sur une entreprise, si on prend, je sais pas, cette boîte-là, tu as directement sur le logiciel, du coup, ces deux points de vue du prix estimé par mon modèle. Par exemple, selon moi, elle est trop chère encore par rapport à ce qu'elle me Mmh. vaut. Et selon le modèle discounted free cash flow, on est à peu près OK par rapport au prix auquel la boîte est proposée, quoi. OK. Ah oui, donc ouais, tu C'est, l'affiches clairement là, tu affiches donc donc si c'est, c'est clairement sous-évalué. affiché avec Mmh. surévalué ou sous-évalué, quoi. OK. Donc c'est l'idée. Ouais. OK. Voilà, Ouais, mais donc c'est tu une peux très être bonne question et c'est en profitabilité. effet une question qui est fondamentale, quoi. Et, Mmh. et vraiment avec Viz, justement, on a essayé un maximum de répondre à cette question d'une D'être très manière graphique, claire, ouais. quoi. Ouais, Ouais, c'est très clair, ouais, c'est très clair. et très graphique. Tu vas sur une page d'une action quelle qu'elle soit et tu te retrouves à savoir exactement est-ce qu'elle est sous-évaluée et de combien de Mmh. pourcents selon ces deux points de vue qui sont différents, Ouais. l'entreprise est sous-évaluée. Tu vois, Equinor, donc, qui est cette fameuse société norvégienne dans le pétrole, eh bien, et qui correspond du coup au cadre de sélection que je suis en train de définir, eh bien, elle est sous-évaluée à 14% selon le discounted free cash flow et à 92% selon mon modèle. Et on parle Ouais, d'une boîte qui a énorme. un PER de 3, d'un price to free cash flow de 3, voilà, d'un EV to EBITDA de 1. Enfin bref, c'est l'idée. OK. Ensuite, donc,
il y a cette notion d'avantage concurrentiel qui est couvert par la profitabilité de la boîte et par ses marges. On va contraindre également les marges d'exploitation parce que ça évite, parce que en gros, ce qui fait la différence entre ton résultat brut et ton résultat d'exploitation, c'est tes charges d'exploitation au niveau de ton compte de résultat. Et dans tes charges d'exploitation, tu as tes dépenses en R&D et tes dépenses en vente des biens et administration qui couvrent globalement les dépenses marketing. Et je ne veux pas d'une boîte qui soit trop dépendante à ses dépenses marketing ou qui soit trop dépendante à la recherche et développement. La recherche et développement, c'est très bien. J'applaudis les essais, mais je monte pas dans la fusée, quoi. Je préfère largement une boîte comme Coca qui vend le même jus depuis 50 ans qu'une boîte comme Intel qui dépense 30% de son résultat brut en recherche et en développement pour rester compétitive et qui tôt ou tard se fera dépasser par un Chinois. C'est aussi pour ça, je pense que tu as parlé des minières et tu n'as pas parlé des boîtes qui vont faire de la pharmaceutique ou qui vont faire des Tesla, des trucs comme ça, etc. Ouais. D'autant plus que les voitures électriques polluent bien plus que les sociétés minières. Ouais, c'est bien en relation. Bref, c'est un autre débat. On pourra en parler en plus après. Il y a également du coup je compterai également la notion de dépenses d'investissement de capital parce qu'elle doit être modérée par rapport au résultat net pour nous rémunérer en tant qu'actionnaire. Je prends un bon return equity pour s'assurer que les boîtes vers lesquelles on s'oriente, il y a un bon rendement sur leur capital. Je fais en sorte qu'elles ne soient pas trop endettées en matière de gestion parce que c'est essentiel. Je fais en sorte qu'il y ait de la liquidité, qui est un faible ratio charge d'intérêt sur résultat d'exploitation, ce qui est un bon témoin de l'avantage concurrentiel également. Et voilà, on a mis ça en place. Je pense qu'au niveau du dividende, je fais en sorte que les bénéfices soient réinvestis, positifs et croissants. Et en lançant ça, du coup, on a ce sample de boîtes. Et par exemple, du coup, pour répondre à la promesse de tout à l'heure de vous montrer une boîte qui verse 20,86% de dividendes dans un claquement de doigts, qui est peut-être d'ailleurs éligible au PEA. Il y a cette société qui fait de la chimie. Donc, tu es typiquement sur un secteur défensif qui ne sera pas délogé du jour au lendemain, sur une boîte qui a un Piotrowski score du coup de 8. Donc, on correspond aux critères de Joseph Piotrowski, qui n'est pas sujette à un risque de manipulation comptable ni à un risque de faillite, qui est en Pologne. On n'a pas réussi à calculer, tu vois, donc ça arrive en matière de données. On n'a pas réussi à calculer les WACC, mais du coup, on le met en mode NA. Mais on a une valeur en matière de marge de sécurité avec le discounted free cash flow. Les ratios de valorisation sont globalement du coup très bons. On parle encore une fois d'une boîte avec un PER de 3. Ça, c'est des trucs, c'est extrêmement dur de trouver des boîtes avec des ratios pareils. Mais là, on les trouve à un claquement de doigts, quoi. Et typiquement, justement, toutes ces données-là, comment dire, qu'est-ce qui fait que toi, ton logiciel permet de les avoir et pas d'autres logiciels, pas d'autres screeners? Est-ce que tu as accès à plus d'API? Est-ce que tu payes plus cher d'autres API? Donc les API, en fait, c'est des sources de données informatiques où toi, tu peux te connecter, avoir plein de sources de données d'un coup. Est-ce que c'est parce que tu t'en payes plus que les concurrents? Qu'est-ce qui fait comment tu fais pour avoir autant de données et donc trouver justement toutes ces petites boîtes qui sont plus précises? Est-ce que c'est parce que toi, justement, tu t'élargis aussi au small cap que les autres screeners ne font pas? Peut-être que c'est ça? Alors, dans les screeners, non, dans les screeners haut de gamme, type Bloomberg ou Guru Focus. Donc, Bloomberg, c'est 20 000 euros par an. Guru Focus, c'est sur du 4 500 euros par an. On a globalement des bases de données qui sont à peu près aussi quali. Voilà, on rivalise difficilement avec eux. En revanche, pour tous mes concurrents un petit peu plus bas de gamme, on les écrase vraiment par rapport à ma connaissance du marché et de cette notion de base de données. Enfin, je côtoie, enfin, je suis ami avec les PDG des boîtes qui nous fournissent les données, quoi, si tu veux. Et donc, j'ai un gros avantage en matière d'accès à la donnée via ma connaissance interne du marché de la finance. Ok, c'est Et clair. ensuite, derrière, on va payer cher ces API. On est sur un modèle, on pourra en reparler après, qui est en plus tu payes une fois et tu as accès à vie au logiciel. Mais finalement, en fait, ce qui nous permet de couvrir derrière nos frais récurrents en matière d'API, c'est parce que la quasi-totalité des flux de trésorerie sont réinvestis en bourse sur des actions à dividendes, dont le rendement nous permet de couvrir tous nos frais récurrents. Ok, je Et comprends. ce qui permet d'ailleurs également, tu vois, en matière de frais d'API, si un particulier voudrait avoir accès à toutes les données qu'on propose via Vis tout seul sans notre outil, ça lui coûterait plus de 1 500 euros par mois, sans aucun Ok. problème, par mois. Mais nous, on le file à un prix qui est moindre, tu payes une fois et tu as accès à vie. Et ça, c'est grâce du coup à notre processus, d'une part d'allocation de capital et ensuite également à mes relations pour accéder à des données toujours plus quali, quoi. Ok, c'est très clair. Et on va mixer plusieurs bases de données. On a un gros travail justement d'agencement et du fait de lier différentes bases de données entre elles
pour pouvoir couvrir un maximum de marché à un Mmh. prix intéressant. Et cet effort-là, peu le font. En règle générale, les screeners sont créés en mettant juste une interface sur une seule API et basta, quoi. Ouais, ça. Et toi, aujourd'hui, tu couvres combien d'actions, combien de places de marché? Tu sais à peu près ta Ouais, couverture? ouais. Actuellement, sur plus de 40 000 entreprises, Mmh. sur à peu près tout le monde entier. Et l'idée, c'est que sur une perspective de 3 mois, on monte à 65 000. Donc on OK, ah donc couvre, d'ici c'est 3 énorme. mois, on couvrira, je pense, plus de 85% du monde, quoi. OK, ouais, c'est énorme. Parce qu'il y a beaucoup de screeners qui vont pas couvrir jusqu'à autant, donc enfin, en tout cas, comme tu parlais des pas bas de gamme, mais ceux auxquels tu auras accès à 10, 15, 30 € par mois et pas les autres, celles qui coûtent, très cher. C'est l'idée. Et tu vois, et tous ceux qui sont rentrés, parce qu'on avait fait une offre, enfin, le logiciel à 7 mois, et lorsqu'on avait fait du coup l'offre de lancement, tous ceux qui ont eu accès au logiciel du coup à vie via l'offre de lancement il y a 6 mois ont accès à toute la mise à jour et à Mmh. l'accès aux nouvelles places de marché qu'on ouvre toutes les semaines en allant toujours collecter plus de données, quoi. OK. Donc voilà, ce travail-là finalement C'est il est top, fait ouais. Et constamment. puis, ce que tu as pas, mentionné, mais en gros, quand les gens, payent l'accès au logiciel, ils ont aussi accès donc à des vidéos de formation qui expliquent justement comment utiliser l'outil, la recherche. Donc en fait, ce que tu es en train de me montrer, mais en plus poussé. Donc voilà, c'est ça, c'est l'onglet masterclass. Il y a un onglet masterclass dans lequel on propose 4 vidéos de formation de manière très poussée. Il y a une première vidéo qui est vraiment les fondamentaux pour être capable d'investir rapidement, acheter vos premières actions. J'achète des actions sous vos yeux. C'est vraiment l'histoire, c'est de se dire, avec cette première vidéo, déjà, vous passez de 0 à 1. Si vous n'avez jamais entendu parler de bourse, vous êtes capable d'acheter une première action et d'utiliser l'outil. Ensuite, on part dans l'analyse approfondie des états financiers pour bien comprendre chacun des ratios sur lesquels je suis passé rapidement précédemment, parce que c'est vrai que ce sont des notions qui peuvent paraître abstraites lorsqu'on débute. Et avec cette seconde masterclass, en 46 minutes, je ne vous fais pas perdre 10 heures. Bon, par contre, il y aura une information utile par 10 secondes, C'est donc concret. accrochez-vous. Mais globalement, en 45 minutes, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut en matière de compréhension des éléments financiers pour pouvoir être autonome dans la mise en place de votre cadre de sélection lors de l'utilisation de l'outil. Ensuite, il y a une troisième partie qui est réellement focalisée sur la question que tu me posais, qui est finalement cette notion d'évaluation de la valeur intrinsèque d'une entreprise, de la compréhension de cette notion de marge de sécurité et de sa mise en application dans l'outil, avec la réponse à des questions fondamentales, quand acheter, quand revendre, Mmh. sur la base des critères qui sont ces derniers. Et ensuite, tout un module complet sur mes 5 méthodes de construction de portefeuille pour édifier un portefeuille antifragile réparti dans le monde entier, couvrant tous les secteurs, avec différentes stratégies de Nassim Nicolas Taleb, d'un prix Nobel, de différents grands gestionnaires de fonds qui permettent à un particulier, s'il le souhaite, de se construire un portefeuille qui sera d'une manière absolument assurée bien meilleur que celui de son banquier, quoi. OK, super. Donc là, ouais, donc c'est très concret, donc tu emmènes la personne qui connaissent rien. Après l'idéal, je pense que c'est quand même des gens qui ont déjà touché à la bourse, qui ont déjà acheté des actions. Ouais, ouais, Hem, ouais. voilà, Pour ceux qui vraiment n'y connaissent rien, il y a une formation gratuite accessible sur le site, et je pense que c'est déjà le first step. Enfin, ne vous lancez pas tête baissée sans avoir suivi la formation gratuite. Je pense que mmh. Mais si je d'ailleurs, cette t'ouvre, formation, enfin, il y aura le lien en description pour ceux qui veulent. C'est la formation, qui est gratuite, que toi tu fournis sur le site Value Investing Screener, c'est ça? C'est celle qui est offerte? c'est ça. Ça charge. Donc, ça, c'est le site Value Investing Screener. Et ici, il y a un onglet formation gratuite. D'ailleurs, il faut qu'on bosse sur cette page-là, mais parce qu'elle n'est pas du tout optimisée. Vous m'excuserez, c'est pas mon taf que de faire du marketing. Mais voilà, en tout cas, derrière ça, il y a une formation gratuite c'est 2 épisodes de 45 minutes dans lesquels je construis un portefeuille sous vos yeux. C'est gratuit, et je pense que déjà, si vous n'avez jamais acheté de small cap ou quoi que ce soit, je pense que c'est déjà une première étape largement suffisante. C'est gratuit, Mmh. ça mange pas de pain. Bien évidemment, au cours de cette formation gratuite, je vous parle du logiciel et de l'offre commerciale qui est sous-jacente, mais voilà, rien ne vous oblige à l'acheter, bien évidemment. Et vous avez déjà là-dessus, grâce à cette formation, 12 exemples d'actions de qualité, dont une action qui fait partie de mon portefeuille et qui m'a versé l'année dernière 20,83% de dividendes, dont je vous parle directement. Donc voilà, ça peut valoir le coup de ce point de vue-là. Super. Et est-ce que alors on va revenir sur la partie ouais, vas-y, recharge. Tac. Tu souhaites que je revienne sur le logiciel? Ouais, juste pour finir la fin de la page, parce que Ouais. justement, tu avais parlé des dividendes que versait cette entreprise.
Et un Ah peu la oui. question, je pense que tout le monde doit se poser, c'est OK, ça verse 20% de dividendes, mais est-ce que c'est sécurisé? Enfin, est-ce que c'est pas une année? Est-ce que c'est pas une anomalie de marché? Et enfin, ça paraît trop beau pour être vrai. Si ça verse 20% de dividendes, ça paraît trop beau. Et comment est-ce que toi tu peux, comment dire? Bah, tu peux pas nous garantir, mais comment tu peux avoir confiance dans ce genre de boîte, tu vois, qui verse 20%? Parce qu'en fait, tu te dis: «Bah, moi, si je suis, gérant de cette boîte, en fait, je vais en parler à tout le monde». Je vais dire: «Mais les gars, investissez dans cette boîte-là parce qu'elle verse 20%, donc en fait, pourquoi est-ce que tout le monde n'investit pas dans ce genre de boîte, si ça verse autant, que ça?» Déjà, en l'occurrence, le dividende s'est retrouvé à être croissant sur les dernières années. Donc, le fait qu'elle verse 20%, c'est un événement qui n'est pas régulier. Mmh, c'est C'est ça. déjà un premier point qu'on voit. Et la régularité, en revanche, on peut trouver des boîtes qui ont un 20% régulier. Là, ce n'est pas son cas. Premier point. Deuxièmement, vraiment la question qu'on va devoir absolument se poser si dividende il y a, c'est est-ce que la boîte peut se permettre de verser ce dividende? Et là, c'est vraiment le payout ratio qui va nous permettre de répondre à cette question. L'autre point, c'est est-ce qu'elle a un volume de liquidité suffisant pour se permettre également de verser ce genre de dividende? En l'occurrence, elle a un bon current ratio, elle a de la liquidité, donc elle peut se le permettre. Tu peux également aller jeter un œil d'une manière eh bien, un petit peu plus précise sur eh bien, les actifs à court terme de cette entreprise pour vraiment regarder qu'est-ce qui fonde son cash, donc son current Mmh. ratio, pour savoir si, eh bien, encore une fois, ce dividende était si le versement de ce dividende était raisonné ou pas. Si c'est le OK. cas, t'approfondis. Ensuite, le point, c'est vraiment de se dire, c'est ensuite, enfin, une fois qu'on a vu ça, qu'on regarde un petit peu finalement qui sont les initiés. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est une boîte qui est blindée d'initiés, donc qui est vraiment les gens qui sont, enfin, qui Qui sont bossent. impliqués dans la direction de l'entreprise. Pour certains qui bossent dans l'entreprise, ont fait ce choix-là. Et en règle Mmh. générale, une boîte qui est blindée d'initiés a de meilleures performances. Les sociétés familiales en Europe ont de bien meilleures performances que les sociétés qui ne le sont pas. Et c'est 25% des D'accord. sociétés en Europe qui sont familiales. Et c'est en règle générale du coup des boîtes qui sont plus performantes. Le Crédit Suisse, même si aujourd'hui il ne faut plus le citer, avait publié une recherche à ce sujet qui était très intéressante. Donc, D'accord. donc ça, c'est déjà des points qui peuvent être couverts. Bien évidemment, jeter un œil au risque de manipulation comptable lors de ce genre de cas et au risque de faillite. Tu vois, typiquement, Wirecard, après sa chute, affichait un dividende potentiel de 80%, mais c'était jamais cette boîte n'allait verser ça. Si tu Mmh. regardais son endettement, c'était bien évidemment que c'était pas possible. Tous les voyants étaient dans le rouge au niveau du Benny Score vis-à-vis de la fraude comptable qui, derrière, s'est avéré être plus que véridique. Et donc voilà, c'est un ensemble de critères dont je détaille le processus dans les masterclass qui vont te permettre d'écarter eh bien, le choix de potentiellement ajouter cette boîte à ton Mmh. portefeuille ou de te dire, OK, vraiment, cette boîte, ça a l'air d'être réellement du solide d'après ses premières données sur Vice. Et à ce moment-là, l'étape 2, c'est d'aller sur le site web en cliquant ici et Mmh. d'approfondir dans la partie rapport annuel la boîte, ce qu'elle fait en matière de business. Est-ce que c'est quelque chose qui existera encore dans 10 ans? Là, tu vois, en l'occurrence, c'est de la chimie, ça va pas se faire déloger du jour au lendemain. On parle pas d'une boîte comme BlackBerry dont tout le monde parlait il y a 10 ans, mais dont plus personne ne parle maintenant. Non, mais c'est des cas qui sont concrets. Ouais, c'est En vrai. règle générale, les boîtes à la mode, se font se font dégager aussi vite qu'elles sont Que arrivées ça sur le marché apparaît. et qu'elles ont créé du buzz. Donc, c'est réellement, je préfère aller vers des choses controversées, pas forcément sexy, mais extrêmement rentables, que Mmh. faire des choses dont tout le monde parle, sur lesquelles tout le monde finit par se prendre une branlée, quoi. Et OK. c'est l'idée. Donc voilà, d'abord un premier regard avec ces différents éléments, avec ces différents indicateurs, avec la pérennité de la croissance sur les dernières années, etc., qui, tu vois, là, est véridique. Et Mmh. ensuite, on approfondit en s'intéressant à l'entreprise, en s'intéressant à sa direction. Et en l'occurrence, là, on n'est pas sur un dividende qui est pérenne, mais en revanche, on est sur une boîte qui a vraiment une rentabilité qui est bonne, qui a de bonnes marges et Un bon qui historique aussi, quelques années, c'est semble pas mal. Mmh. tout à fait, tout à fait. Et qui semble qui semble agir dans l'intérêt de ses actionnaires. Donc, les voyants sont ouverts, la rentabilité du capital ne fait qu'augmenter. Et d'ailleurs, tu vois, le return on equity, voilà, devenait, est bon. Et je pense que s'ils avaient vraiment trop de trésorerie qui s'accumulait sans possibilité de redéployer leur capital sur de l'acquisition, ils ont bien fait de le verser ce cash-là aux actionnaires, comme le font de plus en plus de boîtes japonaises qui se retrouvent à être sous l'eau de cash, voilà, pour réduire également le poids de leur trésorerie qui telle une voiture de course, tu vois, si tu prends une voiture de course, c'est bien évidemment qu'il faut de l'essence.
Mais si tu mets 3 réservoirs d'essence, bah, tu vas freiner la machine. Et ça, c'est la même chose avec le cash dans une société. C'est très important qu'il y ait du cash, mais si tu en as trop, derrière, ça alourdit la machine. Il faut que ce cash serve, soit en étant redéployé sur de l'acquisition, en recherche et développement et en marketing si c'est pertinent, soit en étant reversé à ses actionnaires, tout simplement. Ok. Et pourquoi est-ce que... Enfin, ça, c'est une autre question un peu plus globale, mais pourquoi est-ce que justement ces boîtes-là, quand elles ont trop de cash, elles vont verser aux actionnaires? Après, oui, parce que en effet, s'il y a beaucoup d'initiés, bah, ça va servir aux gens qui bossent dans la boîte. Donc en vrai, c'est une manière de sortir de l'argent de la boîte. Donc oui, en fait, la question, elle est toute simple. Oui, mais le versement du dividende, il faut bien comprendre qu'il est bien évidemment préférable qu'une entreprise garde son cash pour qu'elle le redéploie au sein de sa propre entreprise au rendement qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on parle d'un return on equity de 43%. Je préférerais largement qu'elle prenne ce cash pour qu'elle le réinvestisse à ce rendement-là. En revanche, si elle n'a pas l'opportunité de redéployer son cash à un tel rendement, comme peut l'avoir Berkshire Hathaway via son processus d'allocation de capital, où elle utilise le cash des différentes actions à dividendes, entre autres, ou des différents business qu'elle a pour le redéployer sur de l'acquisition de manière massive, si elle n'a pas ce processus-là de conglomérat, d'acquisition, eh bien, et qu'elle ne pense pas pouvoir le replacer ce cash à un niveau de rentabilité similaire à celui que les actionnaires peuvent atteindre par eux-mêmes, bah, autant qu'elle le reverse aux actionnaires. Maintenant, je préfère qu'elle le redéploie en propre ou qu'elle rachète ses propres actions. Parce que si elle me verse un dividende, je suis imposé. Bon, moi, je ne le suis pas via la structure que j'ai. Mais tu vois, un particulier, s'il se reçoit son dividende, il se prend 20 ou 30% d'impôt, 30% d'impôt en France. Donc, c'est l'idée. Effectivement, d'accord, je comprends mieux. Ok, C'est bah un écoute, choix que doit faire la direction vis-à-vis du management de ses liquidités, quoi. ok, je comprends. Bah écoute, c'était une super présentation, enfin très claire. Je pense que, enfin moi, tu as répondu à toutes mes questions. En tout cas, bah, si les gens veulent tester et bah, éprouver un peu le logiciel, voir comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Bah il y a un lien en description et comme tu l'as dit, bah il y a une formation qui est gratuite, qui est offerte. Donc voilà, de 2 fois 45 minutes. Donc vous pouvez tester en passant par là et du coup, comme tu l'as dit, il y a sûrement une offre commerciale à la fin de cette formation. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, auquel cas, bah, j'enverrai à Rémi si c'est des questions un peu plus poussées sur le logiciel ou autre. Ou sinon, n'hésitez pas à le contacter. Je pense que tu as un support client qui permet d'expliquer aussi si les gens ont des questions sur le logiciel. On est avec donc on est plusieurs associés sur le logiciel et c'est Timothy et moi-même qui répondons aux questions et on est tous les deux ingénieurs de formation accrédités par l'autorité des marchés financiers. Donc oui, c'est un support client premium. Ça sera Si concret. vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec plaisir qu'on vous répondra, bien sûr. Et aussi, bah, n'hésitez pas à aller le rejoindre sur sa chaîne YouTube, Parler au long terme. Donc, que je vous mettrai en description. Et pareil, bah, il a parlé de, comme tu disais, de tes différents indicateurs financiers. Mais aussi, tu fais aussi d'autres vidéos. Je crois que tu parles Je résume pas mal d'investisseurs. de bouquins, je parle pas mal d'investisseurs, hein, tout à fait. Je fais quelques études de marché de temps en temps. Il n'y a pas pléthore de vidéos, mais voilà, si ça vous amuse d'approfondir ce sujet, c'est avec plaisir que. C'est ça. Enfin, je pense que vous trouverez du contenu qui vous plaira. C'est ça. Et puis en plus, comme toi, tu es ingénieur, c'est très concret, c'est direct, straight to the point. Donc, c'est top pour ça. Bah, merci en tout cas, Rémi, d'être venu sur la chaîne, d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Et puis, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.